la noce et le mardi, l'enterrement des noms bergers roudins, des noms bergers roudins, des noms bergers roudins, des noms bergers roudins. Le lundi c'était la noce, et le mardi l'enterrement, et le mardi l'enterrement. On sait que Brian Mulroney a siégé sur un comité aviseur du CA de Barry Gold. On sait que Stephen Harper a inauguré officiellement au nom du Canada une de leurs mines en Amérique latine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir sur les liens du Parti conservateur avec les minières? Est-il possible de créer un tribunal international, à la limite, qui serait en mesure de chapeauter, de légiférer autour de ces entreprises tentaculaires? Si les mines appartiennent au peuple, pourquoi on ne poursuit pas le gouvernement pour ne pas faire sa job? Merci. Por l'endroit où passe une compagnie minière, la seule chose que reste, c'est la désolation et la mort. Si c'est comme ça, pourquoi les permet de continuer? Nous, on n'a pas de passé colonial. C'est encore Michael Jean qui le rappelait dans sa tournée africaine. Le Canada va, en quelque sorte, vous permettre de continuer à interagir sur un mode occidental avec des Occidentaux, mais cette fois avec des acteurs qui ne sont pas des Européens et qui n'ont pas de passé colonial. Ce qui est une aberration parce que, oui, le Canada n'a pas de passé colonial parce qu'il est un passé colonial. Le Canada est historiquement l'instrumentalisation des politiques impérialistes britanniques. Jamais, dans ma connaissance des débats sur les questions minières, on a soulevé cette question de l'espèce de violation de la spécificité juridique du Québec, qui était que la propriété est un phénomène social et non pas un droit personnel, et que donc, lorsqu'on s'approprie quelque chose, on a des responsabilités sociales. En 2007 et en 2008, récemment, il y a 4 entreprises sur 5 ou 80% des entreprises minières qui n'ont payé aucune redevance. Le directeur général, dans son rapport sur l'industrie minière, il le faisait remarquer que, justement, il y a diverses allocations et déductions qui permettent aux entreprises de déclarer des profils et donc de se soustraire complètement au paiement des droits miniers et des redevances. Ce dont on se rend compte, c'est que les sociétés minières ont développé des mauvais plis ici, des mauvaises habitudes, ont eu droit à une sorte de régime du laisser-faire, une sorte de paradis juridictionnel où tout était possible du point de vue fiscal, du point de vue environnemental, du point de vue du travail, et ainsi de suite. Et on est arrivé ensuite dans les pays du Sud en voulant la même chose, en ne rencontrant pas beaucoup de résistance. C'est un montant de 103 millions de dollars. C'est qu'on est venu à converger vers le Canada pour profiter de ses largesses juridictionnelles, pour ensuite exploiter dans les autres pays. Donc on a une société australienne qui va enregistrer une filiale à Toronto, qui va pomper les capitaux, essentiellement des Canadiens via les fonds de retraite, les fonds d'investissement institutionnel, pour des projets qui ont lieu en Équateur, qui ont lieu en Afrique, qui ont lieu en Europe de l'Est, et qui vont utiliser notre juridiction, mais de la même manière que des financiers utilisent un paradis fiscal. C'est-à-dire comme une juridiction de complaisance qui permet le laisser-faire ailleurs. En termes, par exemple, de dépenses publiques, le gouvernement, en 2007, a dépensé 157 millions de dollars. Ça, c'est en termes d'allégements fiscaux, en termes de subventions directes et indirectes à l'industrie. C'est d'une part des bourses qui ont été conçues sur mesure pour la spéculation minière en histoire. C'est, deuxièmement, un régime d'incitation à l'investissement financier massif dans le domaine spécifique des mines. Mon bon député dans ma région, c'est un bon gars, c'est vrai, c'est pas cynique ce que je dis. C'est un bon gars, il y a juste un problème, c'est qu'il manque un petit peu de détachement, c'est un géologue et qui travaille pour les minières en 2 périodes d'élection. Okay? Donc, son opinion n'est pas toujours objective et il prétend qu'on doit supporter les minières parce que les minières, ils prennent des gros risques. C'est faramineux l'argent qu'on doit investir avant de trouver une mine, l'exploration, les études et tout et tout. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y en a 50% financés, subventionnés par le gouvernement. Donc, ils ne prennent pas tout le risque, ils prennent 50% du risque. C'est sûr qu'il y a plusieurs coûts environnementaux associés à l'activité minière, mais un de ces coûts-là, un des nombreux coûts, sont les coûts associés à l'assainissement, à la restauration, au nettoyage des sites miniers contaminés, des sites miniers abandonnés. Petite illustration, la minière au Cisco va laisser un trou
3 fois grand comme tout le bassin bas des chutes Niagara pour ceux qui sont allés. 3 fois cette grandeur-là jusqu'au pont. 4 fois plus creux que ce que vous voyez aux chutes Niagara. Beaucoup moins beau, beaucoup moins pittoresque. La tour Eiffel entre dans la fosse et il manque 76 mètres pour que l'antenne dépasse. Et le tas, je n'ai pas parlé du tas, le tas est de la grandeur du Mont-Royal et il n'est que 30 mètres moins haut que le Mont-Royal. C'est ça qu'une minière va laisser. Et cette minière-là prétend faire du développement durable. Comment se fait-il que ces projets de loi doivent être présentés individuellement par les députés et ne sont pas pris en charge officiellement par un ou des partis politiques? Est-ce que ça veut dire que le comme tel, C300 est mort, est en deuxième lecture ou on n'entend plus? J'ai cru comprendre que les sanctions pour courir les compagnies qui ne respectaient pas les règles environnementales et tout ça étaient tout simplement qu'ils ne recevraient plus de financement de l'État. Il me semble qu'ils devraient voir leur licence d'exploitation confisquée. Pour répondre à la dame, bon, pour C300, évidemment, les conservateurs ont tellement étiré l'étude en comité que finalement, la veille de la session, on a dû se résoudre à ne pas pouvoir y apporter des amendements parce qu'il y avait des délais pour que le président du comité puisse en faire rapport à la Chambre. Compte tenu que c'est un projet de loi émanant des députés, il n'y a pas de ligne de parti. Le parti peut convenir que chacun va voter librement selon et les pressions qu'ils ont. Faire une réforme du financement des partis politiques, ça amènerait un certain détachement. Parce qu'actuellement, les partis politiques et les gouvernements ont été financés par des compagnies qui viennent s'asseoir dans leur bureau et qui leur expliquent leurs problèmes, leurs malheurs et leurs souhaits. Ils ont beaucoup d'écoute. Le projet de loi C-438 est demeuré en avis. Bon, c'est une question de logistique, mais durant la législature, les députés sont tirés on fait la pige au sort pour savoir quel rang on va se retrouver dans les 30 premiers ou dans les 300 derniers pour pouvoir déposer au cours de cette législature-là notre projet de loi. Évidemment, si vous êtes le 288e, si on présume qu'une législature dure 4 ans, vous ne verrez jamais votre projet de loi déposé. Je ne sais pas exactement c'est quoi la recette, mais il y a quelque chose à faire entre les deux. Ne serait-ce que dire que nos forestières et nos minières sont à composante à plus de 50% propriété québécoise. Rien que ça, là, c'est beaucoup. C'est déjà gros, puis c'est pas gros, hein, on se comprend, là? Concernant les sanctions, évidemment, c'est les prémices, ce projet de loi-là. Il faut quand même qu'on ait un point de départ. Il y a eu, avant, d'autres députés qui ont déposé des projets de loi. C-300 était plus restreint parce que le député qui l'a déposé ne voulait pas qu'il ait une incidence budgétaire. Alors, il voulait le faire passer plus facilement. C-438 va avoir une incidence budgétaire parce qu'il va directement affecter la loi sur le revenu. Donc, oui, en conclusion, je dirais que le Canada, pensé comme paradis réglementaire de l'industrie extractive, est à concevoir dans un cadre plus large, dans un monde où on assiste à l'élaboration d'un deuxième régime de pouvoir, outre celui qu'on connaît, c'est-à-dire le pouvoir souvent des États de droit. Quoi. En marge des États de droit, se sont développés au 20e siècle les paradis fiscaux, les ports francs, les zones franches, les paradis réglementaires, les paradis bancaires, et pour permettre à une élite, une caste financière, affairiste, industrielle, de développer ces activités en marge des règles de droit qu'on s'est péniblement données dans l'histoire. On peut mettre les plus belles lois du monde en place si on ne change pas le mode de scrutin puis les méthodes de financement des partis politiques. Il n'y aura jamais le détachement requis pour un politicien de dire, écoute, moi je m'en vais là parce que je pense que c'est ça qui est mieux pour mes citoyens. Qui branle l'autre qui bouge, l'autre